voix libre, une voix qui porte. Bonjour Rokhaya Diallo. Bonjour Patrick. Et je dis effectivement une liberté, une grande liberté, comme celle que l'on voit dans ce film Où sont les Noirs, en streaming gratuit sur TV5 Monde+, la plateforme de TV5 Monde, qui est un film fort qui vient des tripes quelque part. Oui, c'est un peu le film que je me suis raconté pendant plusieurs décennies, tout au long de ma vie, qui raconte d'une certaine manière l'invisibilité ou la visibilité biaisée des personnes noires sur les écrans français. Donc le film interview acteurs, actrices, directeurs de casting, agents de comédiens, spécialistes, sociologues, historiens, gens du CSA aussi, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui nous racontent pourquoi les Noirs sont si peu ou mal visibles sur les écrans de télévision ou au cinéma. Ouais, et il se passe quelque chose en France. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Il y a quelque chose? Il y a beaucoup de choses qui bougent, depuis par exemple le César de Omar Sy, un lapsus pour l'Oscar, mais je lui souhaite, d'Omar Sy en 2012. Il y a quand même eu une série de films qui avaient des protagonistes noirs en protagonistes principaux. Et puis l'initiative qui a été lancée par l'actrice Aïssa Maïga en 2018 avec 15 autres actrices, dont Nadège Bossondiagne, Sonia Rolland, qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, a aussi été un coup d'éclat, de même que son discours qu'elle a prononcé il y a un an, quasiment jour pour jour, au César, où elle demandait davantage de visibilité, non seulement des acteurs et des actrices noirs, mais aussi asiatiques, d'origine maghrébine, sur les écrans de cinéma en France. Et ça bouge très lentement, mais on a quand même des belles dominations cette année. Oui, alors domination pour Mignonne, par exemple. Pour Mignonne, le film de Maïmouna Doucouré, et son actrice principale, Fatia Youssouf, pour Jean-Pascal Zadi, comme réalisateur, en tout cas pour son film, et puis comme meilleur espoir, parce qu'il joue dans le film qu'il réalise. Donc on sent que ça bouge, et vraiment, j'espère qu'on est sur une lancée qui va ouvrir davantage d'horizons pour tous les acteurs issus des diversités, des pluralités françaises. C'est un besoin pour, j'allais dire, une interprétation, une identification. Quand on voit les banlieues, la façon peut-être dont sont traitées les minorités, dont sont traitées cette France différente. Absolument, je pense que c'est important pour les jeunes Français déjà de voir la France telle qu'elle existe autour d'eux. Je pense qu'il y a un besoin d'identification pour les jeunes qui ne sont pas blancs. Ils ont besoin de se voir représentés dans des rôles divers, dans des rôles complexes, mais aussi pour les jeunes Français qui sont blancs, parce que je pense qu'ils ont aussi envie de voir ce qu'ils voient tous les jours dans le métro, dans la rue, dans leur classe, parce qu'on vit ensemble. Et je pense qu'il est important qu'on arrive à se voir ensemble sur les écrans, parce que aussi il est important de raconter des histoires diverses, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la banlieue, des quartiers populaires, mais les histoires des personnes d'origine asiatique, maghrébine ou noire ne se jouent pas uniquement dans les banlieues, elles se jouent partout aujourd'hui en France. Et ça, on a vraiment envie de le voir au cinéma, dans les séries. Et ça commence à bouger. Sonia Rolland, que je citais, joue dans une fiction pour France Télévisions. Nadège Bossondiagne l'a rejointe pour la saison 2. Donc ça bouge un petit peu, ou Assassila dans une fiction de France Télévisions qui s'appelle Scam également. Ça avance, mais il faut vraiment y mettre des efforts pour que ça avance davantage. Oui, le thème des violences policières, le thème du racisme tout simplement, ça c'est quelque chose qui aussi fait bouger les lignes. C'est important de le traiter sur le plan cinématographique. Il a fallu malheureusement la mort atroce de George Floyd pour qu'une vague de conscience secoue le monde et pour qu'on s'intéresse, en tout cas médiatiquement, à ce qui se passait en France. Et je pense que ces histoires-là ont aussi besoin d'être racontées au cinéma. Elles existent malheureusement dans la réalité. Elles doivent être traduites dans la justice, mais il faut que le cinéma s'empare de ces récits, s'empare de ces destins brisés pour que l'imaginaire collectif ingère ces vies qui sont plurielles. Oui, la mémoire de l'esclavage, on va célébrer des anniversaires. Tout à fait. C'est une mémoire française que la France doit encore aujourd'hui regarder en face. Oui, on va fêter les 20 ans de la loi Taubira du 10 mai 2001. Donc c'est la loi qui est la seule loi au monde qui reconnaît l'esclavage transatlantique comme étant un crime contre l'humanité. Et c'est un récit qu'on connaît très peu. On a un imaginaire assez précis sur les champs de coton dans le sud des États-Unis. Mais en France, c'était des cannes à sucre, donc dans les Antilles caribéennes, mais aussi dans l'océan Indien. Et ça, on ne l'a pas vraiment en tête. On n'a pas vraiment de récit qui raconte on avait cette fiction Tropiques amers il y a à peu près une quinzaine d'années pour France 3, mais on a très très peu de films qui racontent l'esclavage français, et je pense qu'on a besoin de le raconter pour avancer en connaissant notre histoire commune. Oui, c'est-à-dire que ça va aider à une forme de réconciliation, le fait de regarder cette histoire en face, même si peut-être la France ne va pas dire pardon, ou devrait dire pardon. Je pense que la France doit reconnaître ses fautes.
que la République doit reconnaître ses fautes coloniales, la France doit reconnaître ses fautes du fait de l'esclavage. Je pense que c'est important, mais nous sommes tous la France, c'est-à-dire que les personnes qui sont victimes de cette histoire sont autant la France que les personnes qui sont héritières des bourreaux. Et donc, quand la France reconnaît, elle reconnaît au nom de tous les citoyens, quel que soit le côté de l'histoire duquel ils se trouvent. Et puis, je pense qu'il faut regarder cette histoire en face, parce que l'ignorance est vraiment la source de conflits. C'est-à-dire que ne pas savoir, c'est aussi fantasmer. Quand on connaît l'histoire, on peut l'affronter et on peut aussi vraiment s'outiller pour la dépasser et avancer ensemble. Tant qu'on est dans l'imaginaire, dans le fantasme, dans une forme de caricature du passé, eh bien, on n'a pas vraiment les outils pour décider de forger notre destin politique commun et collectif. Oui, cette loi confortant les valeurs républicaines, c'est le titre. Hein, c'est une loi qui, pour vous, est positive ou pas du tout ? Pour moi, c'est une loi qui est source de beaucoup de malentendus et qui accentue des divisions. Je pense que... Alors, c'était une loi qui, initialement, était destinée à lutter contre les séparatismes. C'est devenu une loi contre le séparatisme. Et aujourd'hui, c'est une loi qui prétend conforter les valeurs de la République. Sauf qu'en filigrane, ce qu'on lit, c'est que les personnes qui menaceraient les valeurs de la République seraient les personnes musulmanes. Et je pense que, même si c'est implicite, parce que la loi n'a pas le droit de cibler une population de manière explicite, ce serait anticonstitutionnel. Le fait de polémiquer tout le temps autour des signes religieux, qui sont les signes des musulmans, le fait de pointer du doigt des pratiques qu'on associe aux musulmans, ça donne le sentiment aux musulmans qu'ils n'appartiennent pas vraiment à la nation, qu'ils doivent en permanence montrer des gages, et ça entretient chez la majorité le sentiment que des musulmans sont des personnes menaçantes, puisqu'il s'agit de conforter les valeurs de la République, et on a l'impression qu'on les conforterait contre un groupe qui serait menaçant à l'égard de ses valeurs, alors que ce n'est pas le cas. On confondrait islamisme et islam ? On confondrait même terrorisme et effectivement, parce que en fait, dans l'expression religieuse extrémiste, il y a l'expression violente. Et l'expression violente, extrémiste, terroriste, qui se revendique de l'islam, c'est une expression qui est marginale, mais qui est absolument atroce et qui peut vraiment causer des dommages graves. Mais il faut rappeler que parmi les victimes des attentats, il y a aussi des personnes qui sont elles-mêmes musulmanes. Lors des attentats de Nice, les chiffres disent qu'un tiers des victimes étaient musulmanes. Donc ça veut bien dire que toute la nation doit faire corps contre ces attaques qui sont absolument terribles. Et qu'il est important de lutter contre le terrorisme. Oui. Quelles que soient d'ailleurs les revendications qu'il a. Et en l'occurrence, il s'agit du terrorisme qui se revendique de l'islam. Mais il faut le faire en ne rendant pas les musulmans suspects. Parce que je rappelle que les terroristes sont, ceux qui ont en tout cas été identifiés ces dernières années, sont des gens qui n'avaient pas de culture religieuse ancienne, ce ne sont pas des gens qui ont été socialisés dans une pratique régulière de l'islam. Ça montre bien que le problème n'est pas un problème lié à l'islam, mais un problème qui est lié à une violence, à une radicalisation violente d'une partie de notre jeunesse. M'explique pas la vie, mec. Non, mais écoute, alors ça, c'est le bouquin écrit avec Blachette pour les dessins. On rit, Arabule publie ça, parce que c'est pas une bande dessinée, enfin, il y a beaucoup de dessins, mais en même temps, il y a beaucoup de vérité, d'expression, des choses qu'on peut entendre, mais c'est surtout pour dire comment, parfois, les filles doivent décrypter ce discours sexiste, misogyne, qui peut paraître comme ça anodin, mais qui est là, quoi. Qui est très présent au quotidien. Vous avez débusqué, vous, hein ? Absolument. En fait, avec Blachette, on a décidé de débusquer, comme vous le dites, le sexisme ordinaire et la manière dont les femmes sont entravées dans leur volonté de prendre la parole en public. Et donc, on a identifié plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène qu'on appelle mansplaining en anglais, donc la contraction de man explaining, donc homme expliqué. Et en français, nos amis francophones qui nous regardent, notamment du Québec, parlent de m'explication. Ouais. Et donc, c'est cette façon dont certains hommes vont expliquer à des femmes des choses qu'elles savent très bien, en se revendiquant d'une certaine forme de statut d'expert. Quoi, par exemple ? Tiens, on va donner des exemples. C'est un concept qui a été forgé par une journaliste américaine qui s'appelle Rebecca Solnit, qui était à un événement public où elle parlait de sa spécialité. Et elle s'est retrouvée face à un homme qui lui a dit « Tiens, c'est super, moi c'est un phénomène qui m'intéresse grandement, vous devriez lire ce livre ». Sauf que le livre, elle l'avait écrit. Et donc, ça montrait bien que l'homme ne l'avait pas écouté, puisqu'il avait l'impression d'en savoir plus qu'elle en ayant lu le livre dont il n'a pas imaginé une seconde qu'elle pouvait être l'autrice. Ouais. Et c'est un peu ça, d'être face à des gens... alors, on avait lancé le hashtag « M'explique pas la vie, mec » sur Twitter, et on a collectionné des témoignages de femmes qui nous expliquaient qu'elles avaient soutenu des thèses dans certains domaines, sur l'histoire, sur la traduction, etc., et qu'il y avait des hommes qui venaient leur expliquer des choses dans des langues sur lesquelles elles étaient expertes, et elles avaient des titres de
de docteur. Donc ça, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Donc ça dit, en fait, d'abord savoir débusquer ce genre de truc, et puis de savoir comment y répondre. Absolument. L'idée, c'est vraiment de donner des outils. On a aussi un autre phénomène qui s'appelle le man-interrupting. Donc c'est le fait d'interrompre les femmes, donc hommes et interrompre. Dans les espaces publics, notamment dans les débats à la télévision, mais pas seulement, dans les réunions, dans les dîners de famille, les femmes sont beaucoup plus interrompues que les hommes. Dans un des débats de la présidentielle américaine en 2016, Donald Trump avait interrompu Hillary Clinton 51 fois en 90 minutes. Et c'est quelque chose qui n'est pas caractéristique de Donald Trump, c'est quelque chose qu'on voit partout et de manière récurrente. Et donc nous, avec ce livre, on a essayé de donner des outils aux femmes pour s'imposer et pour, d'une certaine manière, tourner en dérision, tourner en ridicule les hommes qui se permettaient en fait de les interrompre ou de les mansplainer ou les m'expliquer, comme pour le dire en bon français. En fait, le but, c'est quoi? C'est de déstabiliser les femmes. C'est une espèce de sentiment de supériorité qui dit C'est quelque chose, c'est inconscient. C'est parfois inconscient, oui. C'est inconscient, c'est-à-dire que c'est comme si parfois les voix féminines étaient une espèce de bruit de fond sans importance, dont on parle au-dessus pour couvrir leur voix, ou on leur explique des choses parce qu'on a l'impression que ce qu'on a à dire est plus important et plus juste, plus légitime que ce qu'elles auraient à dire. Il y a un autre phénomène qui s'appelle le manspreading. Alors, si je vous donne son nom de code féministe, peut-être que ça va vous aider à avoir une idée de ce que ça signifie. C'est ce qu'on appelle le syndrome des couilles de cristal. Oui. C'est en fait cette façon qu'ont certains hommes, qu'ont beaucoup d'hommes, de s'étendre, notamment dans les transports en commun, en écartant les jambes très largement et en prenant 2 places, comme si ce qu'ils avaient entre les jambes était tellement précieux et fragile qu'il leur était impossible de serrer les genoux et de laisser la place à une personne à côté. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les espaces publics où en fait on a des hommes qui vont s'étaler comme ça et ne pas permettre à des femmes de prendre leur place. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas alors? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut leur demander s'ils ont vraiment des couilles en cristal. Faut pas se laisser faire. Ce qui est génial, parce qu'on rit, Rocalia, parce que il y a de l'humour, il y a des dessins, c'est drôle. Parce qu'au fond, on se dit, on peut, en fait, dire des choses comme ça, on va rentrer, on va dire, c'est quand même pour rentrer dedans, sur ces mecs, mais on peut le faire d'une manière, un peu avec de l'humour, avec tout ça, mais ça peut avoir une portée aussi forte, finalement. Nous, l'avantage de l'humour, c'est qu'on a décidé d'en faire une arme et de reprendre le pouvoir sur des situations où, en fait, on a pu être mise de côté. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, on se réapproprie la situation, on tourne en dérision l'auteur de la mise à l'écart, en fait, et puis on prend la parole et on décrit la situation selon nos propres termes. Donc ça ne veut pas dire que le sexisme, il y a toujours matière à rire quand il s'agit de sexisme, mais que nous, dans les dénonciations féministes, il y a tout un spectre de manières de dénoncer, et nous, cet aspect-là, qui est la bande dessinée, qui est l'humour, c'est celui dont on s'est emparé. Oui, parce qu'on peut dire que ça commence comme ça, puis ça peut aller malheureusement beaucoup plus loin. C'est le début d'un cheminement. À partir du moment où on minore l'importance d'une femme en invisibilisant sa voix, ça veut dire qu'on la considère comme étant un être de moindre importance, et ça peut aller effectivement jusqu'aux violences physiques. Et nous, on dit que le sexisme, c'est un spectre qui va vraiment des vexations quotidiennes aux violences physiques, aux violences sexuelles, et tout ça est un ensemble, et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans le mouvement féministe en général. Ouais. M'explique pas la vie, mec. Puis alors, il y a l'autre bouquin qui s'appelle Ne reste pas à ta place. J'ai l'impression que derrière que les livres se répondent un peu Rocalia, m'explique pas la vie. Et comment arriver là où personne ne vous attendait. C'est publié aux éditions de poche chez Marabout. Voilà. Et ça, c'est encore quelque chose, c'est quoi, un manuel pour de vie, pour se sentir fort, pour. Absolument. C'est vraiment, vous l'avez parfaitement décrit. Donc c'est le livre qui est paru il y a 2 ans, qui sort aujourd'hui en poche. En fait, j'ai décidé de m'appuyer sur une partie de ma biographie pour expliquer quels outils j'avais mobilisés pour arriver là où personne ne m'attendait, et pour essayer de donner des clés d'encouragement aux gens. Alors évidemment, on parlait de sexisme, on a parlé de racisme. On peut pas, en étant un seul individu, infléchir un phénomène idéologique massif. Mais je pense qu'il faut savoir célébrer les petites victoires. Et ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment noter tout ce que j'ai appris dans mon parcours, de mes réussites, mais surtout de mes échecs, et comment, en fait, j'en ai tiré des leçons que j'avais envie de partager avec la majorité. Merci Rocalia Diallo. Donc, ne reste pas à ta place. C'est ce qu'indique le titre, mais surtout, m'explique pas la vie, mec. Et puis, je vous invite à voir en streaming gratuit Où sont les Noirs, le dernier documentaire de Rocalia Diallo. Merci beaucoup, Rocalia, d'avoir été notre invitée. C'est un plaisir.